Bonjour à toutes et à tous, bonjour lectrices, lecteurs de Programmé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast du magazine. Alors aujourd'hui, effectivement, un thème qu'on n'aborde pas forcément souvent à Programmé, enfin plus depuis quelques années. On va parler un petit peu de WinDev, et oui, WinDev, parce qu'il est toujours là, il existe, il y a de très nombreux projets et de très nombreux développeurs et entreprises qui l'utilisent. WinDev, WebDev, donc de la société PCsoft, qui a été racheté par un groupe canadien il y a maintenant un peu plus d'un an. Voilà, avec tout un tas de problèmes que ça pose. Je vous invite à reconsulter notre actu qu'on a fait il y a quelques semaines sur le changement de politique tarifaire et notamment sur le runtime, ce qui a mis en ébullition une grande partie de la communauté. Et en fait, on a voulu rebondir sur ce thème-là parce qu'on a constaté effectivement qu'il y avait de plus en plus d'interrogations sur comment on migre en fait des assets, des projets WinDev vers d'autres technologies, on va dire actuelles, entre guillemets plus modernes. Le mot est peut-être mal choisi, mais c'est ce qu'on peut lire effectivement dans la communauté. Pour parler de cette problématique-là, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Laurent. Bonjour à toi. Bonjour. Je te laisse te présenter en quelques mots et les activités que tu fais. Oui, Laurent Glessner, de la société Loneva. C'est une petite société constituée de deux seniors, experts en développement et pas que, puisqu'on était aussi, je dirais, des productifs. On ne travaille pas que dans un service informatique, on a travaillé en production. Donc on a un passé de production, aussi bien en tôlerie qu'en logistique ou autre. Et on a toujours jusqu'à présent travaillé sur WinDev et WebDev. Mm-hmm. Et puis là, suite au rachat et au changement de politique tarifaire, on part et on transforme tout ça soit en C#, soit en TypeScript. D'accord. Alors, juste pour rappeler un petit peu comment se structure un projet WinDev, donc c'est un environnement. Jusqu'à présent, on utilisait plutôt effectivement un dongle, le fameux dongle que j'ai bien connu il y a très très longtemps. Voilà, aux origines de WinDev, c'était l'outil effectivement Screen à l'époque. Mon Dieu, et c'était encore sous DOS d'ailleurs. Donc on a ça, on a un environnement effectivement dédié, on va dire propriétaire pour faire très très simple, un langage à lui effectivement, donc on code effectivement avec des fonctionnalités françaises, français. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment ça s'organise, comment ça s'articule et quels sont en fait les points importants quand on décide de migrer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le WinDev ou WebDev, les formats de fichiers sont propriétaires et sont donc, je dirais, non lisibles, par exemple, par une IA en tant que telle, parce que c'est un format propriétaire. Donc, on utilise aussi souvent la base de données HFSQL, qui est là aussi propriétaire de la société PCsoft, et qui est un moteur SQL. Et donc, on va avoir, je dirais que ce soit aussi bien pour WinDev ou pour WebDev, on a déjà la problématique de la base de données. Quelle base on va utiliser et vers quelle base on veut se tourner. Parce que si on décide de migrer sur du C#, on ne partira pas on ne pourra pas utiliser une base HFSQL, tout simplement parce que c'est plus fait pour travailler avec WinDev. Et si on part sur du TypeScript, on ne pourra pas là non plus utiliser du HFSQL, il n'y a pas de driver. Voilà. Donc là, la première étape, on a un problème sur la migration des données, des bases de données. La deuxième étape, c'est le contenu des fichiers étant propriétaire, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Donc, il va falloir soit sortir du PDF, donc imprimer le dossier avec tout le code en PDF,
pour pouvoir le faire retravailler et derrière sortir des spécifications. Parce que l'autre problématique, c'est que souvent, on n'a aucune spécification. Les projets sont des fois très anciens, ou du moins sont récents, mais ils ont été créés il y a des dizaines d'années. Et les spécifications n'ont jamais été mises à jour. Donc la première étape, c'est en fait, il faut sortir des specs de tout ce qu'on a dans ce projet-là. Après, à partir de là, les clients sont capables de nous dire on veut que ça soit une application Windows et que ça reste sur une application Windows, ou alors on est ouvert au web. Ça, c'est le contenu du projet qui va nous le dire, parce que si effectivement dans votre projet vous utilisez des objets.net, vous utilisez tout à l'heure tu parlais de douchettes, oui, sur le web c'est pas top. Si on a des ActiveX, on a encore des sociétés qui utilisent des ActiveX dans le cadre de cartes robotiques. Il faut pouvoir les traiter, les utiliser, en sachant que les drivers de ces cartes n'existent pas forcément. Donc il y a plein de cas, il faut déjà se rendre compte de ce que le client utilise vraiment. Oui, en fait, si je résume, on fait déjà un audit de ce qu'on a. On liste un petit peu toutes les fonctionnalités un petit peu très très particulières, le code évidemment, et donc effectivement à partir de là, on a déjà une idée de ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est ça. Voilà, c'est ça, parce que des fois on a des fenêtres qui ont été développées il y a 5-6 ans qui ne sont plus du tout utilisées. Ça ne sert à rien de les convertir si derrière il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'utilisation. Donc, c'est déjà effectivement une cartographie de la base de données, une cartographie de l'application en elle-même et du code, parce que sans ça, si on ne fait pas cet audit-là, on va convertir bien plus que ce qu'il ne faut. Et ça va engager du temps et de l'argent alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Derrière, il y a l'extraction des sources et des photos d'écran pour établir des spécifications, parce qu'il faut les réécrire. Bien souvent, malheureusement. Cette partie-là, on est beaucoup aidé par l'IA. Après, se pose aussi la question de la confidentialité. Si vous êtes sur des applications qui sont vraiment touchy et qui font appel à un savoir-faire qui est utilisé par l'entreprise, le passage par des moteurs type Claude ou ChatGPT pour extraire les spécifications, ça peut être problématique. Donc dans ce cas-là, il y a d'autres solutions. Il suffit de louer un serveur chez Scalway ou chez OVH, un serveur IA. Vous mettez un peu le prix, mais pour 2-3 000 euros par mois, vous avez un serveur tout à fait correct qui est capable de lire les PDF qui contiennent le code et les images des fenêtres pour vous restituer comment on appelle ça, les spécifications. D'accord. Voilà. L'audit qu'on fait avec le client va devoir lui aussi permettre de déterminer s'il préfère aller sur une application Windows et sur une application web. Là aussi, c'est en discutant avec le client qu'on s'aperçoit qu'en fait, ah oui, mais on ne vous a pas dit, on va chercher des choses qui sont sur un serveur en local, mais qu'on ne veut pas voir sur le web. Et dans ce cas-là, vous pensiez partir sur du web et vous vous retrouvez en fait avec du C# pour les questions de confidentialité ou d'utilisation de l'application. Voilà, c'est cette partie-là. Ça, une fois qu'on a les spécifications, il y a une relecture. Il y a une relecture forcément avec le client. Et derrière, il faut découper ça en unités fonctionnelles. Parce que si on veut tout faire d'un coup, on n'arrive à rien. Il y aura forcément des loupés. Donc, on code ou on génère par IA toute la partie nouvelle du code. Et derrière, il y a une grosse phase de test. Il faut qu'on retrouve le même fonctionnement avec les mêmes données sur une interface et un langage qui est entièrement neuf. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été écrites, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses dont les développeurs ont fait mais
qui n'ont pas forcément, le client n'est pas forcément au courant. Donc, il y a toute une phase de test derrière qui est assez énorme. Il faut pas se cacher que le test est une grosse partie. Oui, donc en fait, si je comprends bien et si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas convertir un code effectivement WinDev comme cela. En fait, on est vraiment obligé de le réécrire. Oui, oui, oui. C'est pour ça que l'écriture des specs est la plus importante, la phase la plus importante. Derrière, il y a quand même aussi il faut redécouper ces specs. Parce que si on donne des specs en vrac à une IA ou à des développeurs, il faudrait presque quelque part réécrire les user stories dans un Kanban pour bien découper les spécifications. Voilà. Est-ce qu'il est facile, selon ton expérience, de retranscrire effectivement un code WinDev, mettons effectivement en TypeScript, on va dire, en suivant le code? Est-ce qu'on le retranscrit assez facilement ou est-ce qu'il y a des subtilités au niveau du langage WinDev qui fait que Non, je ne vais pas le retranscrire comme ça, parce que souvent c'est du code qui a vu plusieurs développeurs, plusieurs sociétés ESN différentes, c'est des ajouts de l'un sur l'autre et tout. À ce niveau-là, en fait, il faut repartir propre avec les specs. Le dire, je transcris directement mon code en TypeScript ou pour écrire à la même, ça ne va pas le faire. Dans WinDev, vous avez la notion d'objet et de classe qui ne sont pas du tout les mêmes, quelque part, entre guillemets, qu'en C# ou en… Voilà. Donc, non, il vaut mieux réécrire de zéro quelque part. D'accord. Est-ce que… une fonction et ça réécrit telle quelle, c'est mort. D'accord. Tu as cité très brièvement toute la partie interface. Est-ce que tu as des préconisations? Est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu as découvert comme ça au fur et à mesure des projets? Ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque projet de migration? C'est propre à chaque projet parce que on peut avoir une problématique de changement de conduite du changement. Quand c'est le problème bien connu quand on a une fenêtre qu'on connaît depuis 5 ans, on change d'emplacement un bouton, et ben, à partir de là, il y a tout un tas de bugs qui tombent parce que les utilisateurs ne s'y retrouvent plus. Donc il y a le problème du changement. Donc il y a des sociétés qui disent OK, on repart sur une interface nouvelle. C'est-à-dire que le visuel sera complètement nouveau pour marquer justement le coup. Et il y en a d'autres qui vont préférer avoir, moi je voudrais mes écrans vraiment à l'identique. D'accord. Je vais y revenir quelques instants sur ce que tu disais au niveau des données. Donc effectivement, on a bien compris que la base de données liée effectivement aux outils de PCSoft, c'est une base qui leur est propre. Donc effectivement, donc là, on est obligé de refaire les tables, les bases, etc. D'accord. Par contre, comment ça se passe pour les données? Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'il y a des moulinettes? Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on récupère quelque chose. Oui. Alors déjà, il y a la problématique du HFSQL, puisque là, dans le HFSQL, c'est le serveur de PCSoft avec leurs normes à eux. Donc on peut avoir une problématique, par exemple, d'accentuation dans les noms de tables et les noms de champs. On a la notion de majuscules, minuscules. Ça, quand on reprend sur du MariaDB ou sur du Postgres ou du SQL Server, ça peut être problématique. D'accord. D'autant plus que le code permettait d'écrire, par exemple, des requêtes SQL sans tenir compte des majuscules, minuscules. WinDev, lui, faisait sa sauce et ça fonctionnait. Suivant comment est configuré le serveur de destination, le nouveau, ça peut être problématique. D'accord. Cette partie-là. Après, les données, ça se lit. Si vous avez le code source de l'application en WinDev ou WebDev, vous avez donc l'analyse. À partir de là, cette analyse est branchée dans un outil que nous, on a fait notre propre outil, qui permet de lire
de récupérer toute la notion de table, de champ, de clés composées, enfin, tout ce qui fait l'essence, pour le transférer et le traduire du moins avec une table de correspondance en MariaSQL, en MariaDB ou en Postgres. D'accord. Ou même en SQL Server. Mais alors, ça passe par une phase de transfert. Oui, d'accord. Donc ça se fait, donc on peut récupérer effectivement les données comme ça. Oui, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Tu nous parles aussi de certains éléments vraiment très très spécifiques comme effectivement les douchettes ou comme les cartes pour des automates, des robots. Est-ce qu'il y a comme ça des fonctionnalités propres effectivement à Windev ou en langage qui posent d'autres gros soucis pour être porté? Ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est plus l'ancienneté du code qui peut faire, par exemple, l'utilisation d'ActiveX aujourd'hui, ça ne s'utilise plus. Tout à fait, ouais. Par contre, on a des applications Windev qui ont été développées il y a 10 ou 15 ans, qui fonctionnent encore, hein, et qui fonctionnent avec des ActiveX parce que à l'époque, c'est ce qu'il y avait. Et donc ça, il faut le changer par des objets.net. D'accord. Donc il faut trouver des nouveaux drivers. Et voilà. Il y a toute cette partie de recherche, mais ça, c'est l'audit qui va le dire. Hein. Faut s'attendre à avoir des points de difficulté sur des objets.net qui ont été utilisés ou même développés par d'autres, spécifiquement pour une application. Donc, est-ce qu'on a les sources? Est-ce qu'on va être capable de le réutiliser dans un C#? Aussi, voilà, la partie audit est très importante sur ces fonctionnalités. D'accord. Est-ce que tu arrives effectivement à quantifier la part de l'audit ou de cette mise à plat des specs par rapport au projet global? C'est 10%, c'est 15% d'un projet? On va dire que c'est entre 15 et 20%. Ça dépend de est-ce que le client a une équipe de développeurs à sa disposition. C'est toujours plus facile de parler avec des développeurs qui sont sur le projet actuel pour pouvoir les aider à passer le cap. Mais si effectivement ils ont les sources sans avoir d'équipe développeurs, donc ça a été développé par une ou plusieurs ESN, dans ce cas-là, l'audit sera beaucoup plus long. D'accord. Est-ce que pour faire la validation de cette migration, est-ce que tu fais aussi des principes de double run pour comparer les deux? Oui, d'accord. Oui, on est obligé parce que déjà, il faut une phase de test pour que le client puisse valider tous les écrans qui ont été redéfinis, et toutes les fonctions souvent, à commencer par l'identification de l'utilisateur, qui peut, là, à ce moment-là, poser problème. Par exemple, si on a utilisé le groupware défini et proposé par PCsoft, là, il y a toute une logique d'authentification qui est à refaire. Derrière, que les gens puissent travailler 3-4 jours avec cette application-là sur des données de test pour reproduire ce qui s'est reproduit la veille ou l'avant-veille sur l'application en cours, en Windev, voir si les résultats attendus sont les mêmes. D'accord. Cette partie-là, on est obligé de la faire de façon, et puis écran par écran. D'accord. Et c'est pas un développeur qui peut le faire, c'est forcément l'utilisateur, parce qu'ils ont, au fil des ans, ils ont eu leur combine. Il n'y a qu'eux qui connaissent vraiment l'application. Est-ce que depuis qu'il y a eu ces changements, ce rachat, tu as vu une accélération des migrations ou des demandes? Les gens s'interrogent et sont inquiets. Ceux à qui on propose la migration, oui. Voilà. Oui, parce que les tarifs actuels proposés aux clients ils sont ce qu'ils sont, et ils ne sont pas prêts à mettre cette somme-là dans leur projet. D'accord. Donc en fait, si on doit donner un bilan de notre échange qu'on a eu là, donc c'est pas totalement une migration, sauf pour les données, on réécrit vraiment le projet, on va dire. On modernise aussi un petit peu tout ça au passage, parce que ça, c'est jamais si c'est souhaité par le client. Voilà, exactement. Et surtout, effectivement, on a une stack
plus moderne, plus indépendante et aussi un petit peu plus neutre par rapport à un environnement effectivement très propriétaire. Oui, très propriétaire, puisque même l'enregistrement des fichiers du projet au format Git ne donne pas accès à tout. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dedans sérialisées. Donc, même ça, ça vous donne. Ouais, vous avez accès à Pifrelin, quoi. Et puis surtout, alors, selon évidemment la technologie que l'on va mettre dans ce projet-là, on fait sauter les contraintes, en tout cas en grande partie, du runtime payant. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un que élément assez recherchent important. les clients actuellement. Hein. Ouais. C'est leur principal argument pour changer. Certains font ça dans l'urgence, parce que leur abonnement arrive à terme et donc ils doivent prendre le nouvel abonnement au nouveau tarif. Et là, ça coince, quoi. Ouais, d'accord. Très très bien. Bah, écoute, Laurent, un grand merci à toi. J'espère que ça a donné des pistes de réflexion, effectivement, à celles et ceux qui nous ont écoutés. Donc toi, tu as juste une précision, tu n'as pas de target cible. Plus que ça, c'est du TypeScript. C'est des projets avec 10 fenêtres WebDev ou 15 fenêtres WinDev, et puis le plus gros, c'est entre 100 ou 150 fenêtres. D'accord, ok. Très très bien. Un grand merci à toi. En tout cas, j'espère que ça a été instructif pour celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à contacter Laurent si vous avez des projets effectivement à migrer. Il sera à votre écoute. Merci à toi et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.